Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons apprendre à étudier le mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Commençons par des rappels sur le champ électrique E. Tout d'abord, le champ électrique créé par une seule particule chargée. Prenons l'exemple d'une particule placée au centre de l'écran ici de charge positive. Le champ électrique se note grand E. Vous voyez que l'ensemble de ces vecteurs nous montre l'influence que cette particule a sur des particules chargées positivement qu'on pourrait placer à son voisinage. Si je place une charge positive ici, cette flèche m'indique qu'il sera repoussé vers la droite. En effet, plus et plus se repousse. Champ électrique maintenant créé par une particule chargée négativement, vous voyez que tout est renversé. Si je place une particule positive ici, elle va être attirée vers la gauche, en effet, plus et moins s'attirent. Dans les deux cas de figure, le champ électrique est non uniforme. En effet, en chaque point de l'espace, on a des grandes variations de direction, de sens et de normes. Alors voyons maintenant le champ électrique créé par un condensateur plan. Un condensateur plan, c'est un ensemble de deux plaques parallèles l'une à l'autre, des plaques métalliques, reliées à un générateur qui va créer une tension entre les deux plaques. La plaque reliée à la borne moins va avoir un excès d'électrons et va donc être tapissée de charges négatives. L'autre plaque présentera un défaut d'électrons, un manque d'électrons, elle sera donc tapissée de charges positives. Alors, le champ électrique à l'intérieur du condensateur a cette allure. Vous voyez qu'il est uniforme, même direction, même sens et même norme de partout à l'intérieur du condensateur plan. Donc ceci est vrai si les plaques sont suffisamment larges et que la distance entre les deux est suffisamment petite. Alors, ce que vous devez savoir, vous, élèves de terminale, c'est que le champ E à l'intérieur d'un condensateur, au niveau de la direction, il est perpendiculaire aux deux plaques, et son sens, c'est du plus vers le moins. En effet, le champ électrique nous montre comment sont repoussées les charges positives. Si j'imagine une charge positive à l'intérieur du condensateur, elle va être repoussée par les plus, attirée vers les moins. Elle aura tendance à être repoussée vers le haut. Donc le champ électrique est vers le haut. La norme du champ électrique, c'est hors programme, mais c'est la tension appliquée par le générateur divisée par la distance D entre les deux plaques. Donc ce sont des volts au numérateur divisé par des mètres. Un champ électrique s'exprime en volts par mètre. Alors si on veut représenter la force que le condensateur exerce sur une particule, sur un objet qu'on aurait placé à l'intérieur, imaginons que la particule ait une charge électrique unité Q, eh bien, la force considérée, on l'appelle Fe, force électrique, et comme vous le savez déjà, c'est égal au produit de la charge de la particule Q en coulomb fois le champ électrique. Au niveau de l'allure de Fe, deux cas de figure, comme on l'a déjà vu, si Q a une valeur positive, Fe aura non seulement la même direction, mais aussi le même sens que E, comme ceci, mais si Q est une valeur négative, eh bien cette fois-ci, le sens sera contraire, comme ici. Alors avant d'aller plus loin, remarquez qu'il y a une similitude entre la force électrique exercée sur une particule de charge Q et le poids exercé sur un objet de masse m. Dans les deux cas de figure, le vecteur force, vous voyez que c'est le produit d'une grandeur propre à l'objet qu'on étudie, ici la masse de l'objet, ici sa charge électrique en coulomb, multiplié par un champ, ici champ de pesanteur G, ici champ électrique E. Alors, imaginons maintenant un cas concret, imaginons qu'on ait un condensateur plan et qu'on nous demande d'étudier le mouvement d'un électron qui pénètre à l'intérieur avec une certaine vitesse, un certain vecteur vitesse. Alors là, ce qu'on peut vous demander tout de suite, c'est de représenter l'allure du champ électrique. Donc perpendiculaire aux plaques, du plus vers moins, ce sera ceci. On peut aussi vous demander de représenter l'allure du vecteur force électrique subi par un électron. Alors il faut se connaître la charge électrique d'un électron. La charge électrique d'un électron, c'est moins E, E étant la charge élémentaire, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ce qui est important, c'est de savoir que la valeur est négative. Comme elle est négative, la force électrique aura un sens opposé au champ E, comme ceci. Alors voyons maintenant comment établir les équations horaires et l'équation de la trajectoire de cet électron. Alors de la même façon que dans la capsule précédente, on va modéliser le mouvement. On va utiliser un repère OXY qu'on aura placé de façon à ce que l'électron, qu'on va appeler M, est à l'origine du repère à t égale 0. Le vecteur vitesse, on va supposer qu'on nous donne sa norme et l'angle qu'il fait avec l'horizontale. Et
comme on l'a vu dans la capsule précédente, comme pour l'étude des objets dans un champ de pesanteur uniforme, la méthode va être strictement identique. Donc tout d'abord, il va falloir s'intéresser aux conditions initiales, c'est-à-dire donner à t égale 0 les coordonnées tout d'abord du vecteur position. Alors tel qu'on a placé notre repère ici, l'électron à t égale 0, son vecteur position a comme coordonnées 0 selon x, puisqu'il est ici l'électron, 0 selon un y, et 0 selon z. L'axe z est le troisième axe perpendiculaire aux deux autres qui pointe vers nous. Il faut également donner les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Alors, on représente les composantes. Pour trouver v0x, on utilise ce triangle rectangle et on fait la trigonométrie. Le cosinus de l'angle θ, c'est v0x sur hypoténuse, c'est-à dire sur v0. Si on isole v0x, il vient v0 cosinus θ. Le signe, il est positif, car horizontalement, je suis vers la droite, tout comme l'axe des x. Pour v0y, cette fois-ci, il faut utiliser le sinus θ. Sinus de θ, c'est v0y divisé par v0, l'hypoténuse. Quand on isole, il vient v0 fois sinus θ. Mais cette fois-ci, attention, v0y, au niveau du signe, verticalement, ce vecteur est vers le bas alors que l'axe est vers le haut, donc on a un signe moins. Donc attention, moins v0 sinus θ. Donc avec la trigonométrie, en fait, on trouve la valeur absolue de la coordonnée. Il faut ensuite réfléchir au signe qu'on place devant. Et selon z, ça fait 0. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, les étapes sont identiques au cas du mouvement dans un champ pesanteur uniforme. On va indiquer qu'on se place dans un référentiel terrestre, qu'on va considérer comme galiléen, de manière à pouvoir utiliser les lois de Newton. Première étape, bilan des forces. Alors on va supposer que les forces autres que la force électrique sont supposées négligeables. Donc le vecteur somme des forces se résume à la force électrique, qui est égale à la charge électrique fois le champ électrique, c'est-à-dire en l'occurrence ici pour l'électron, moins E. Moins E, c'est la charge électrique d'un électron, fois le champ électrique. Alors, pour fixer les choses, on notera toujours l'allure sur les schémas du vecteur champ électrique, donc perpendiculaire aux plaques, du plus vers le moins. Et pour se fixer les idées également, ça sera très important de noter l'allure du vecteur force électrique, c'est-à-dire somme des forces. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, comme l'électron est chargé négativement, le sens est opposé à celui du champ électrique E. Alors dans cette première étape, il faut noter les coordonnées du vecteur somme des forces. La relation entre vecteurs qu'on a ici est aussi valable pour les coordonnées. Donc on va dans un premier temps déterminer les coordonnées du champ électrique E. On l'a sous les yeux ici. Alors, selon x, c'est 0, puisque le champ E, il est perpendiculaire à x. Selon y, c'est négatif, puisque ça descend, et c'est la valeur du vecteur lui-même, donc moins E. Et selon z, c'est 0. Donc, sigma fx, d'après cette relation qui est donnée entre vecteurs, elle s'applique aussi aux coordonnées. Sigma fx, ça va être moins E fois EX. Donc, sigma fx, c'est moins E fois 0. Donc ça fait 0. Sigma fy, c'est moins E fois EY. Je décline la relation entre vecteurs aux coordonnées. Donc moins E fois moins grand E cette fois-ci. Donc attention, les moins et les moins, ça fait plus. C'est plus E fois E. Et enfin, sigma fz, c'est moins E fois 0. Donc ça fait 0. Alors, je vous conseille vraiment une chose importante. On a vite fait de se tromper avec tous ces signes. Je vous conseille, une fois que vous avez terminé cette étape, de vérifier que c'est cohérent avec le schéma que vous aviez fait préalablement. Ici, on est en train de dire que sigma fx égale 0, c'est cohérent vu le schéma que l'on a fait tout à l'heure. On a un sigma f qui est perpendiculaire à x. Sigma fy, on vient de dire qu'il y a un signe plus, donc on a une valeur positive. Regardons si c'est cohérent. Eh bien, verticalement, le sigma f, il est vers le haut, tout comme y, donc c'est logique d'avoir un signe plus. Et selon z, on a 0, c'est logique également, car sigma f est perpendiculaire à l'axe des z. Bien, on peut maintenant passer à l'étape suivante, déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Pour ça, on va utiliser la deuxième loi de Newton, a égale sigma f sur m en vecteur. Cette relation entre vecteurs se décline au niveau des coordonnées. Donc, ax, je vais utiliser cette relation mais avec les coordonnées, ce sera sigma fx sur m, donc 0 sur m. AY, ce sera sigma fy sur m, c'est-à-dire E fois grand E sur m. AZ, c'est sigma fz sur m, c'est-à-dire 0 sur m, donc 0.
Ensuite, étape suivante, les coordonnées du vecteur vitesse. Alors je vais utiliser le fait que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Relation qui se décline aussi selon les coordonnées. AX, c'est la dérivée de Vx. Donc quand je cherche l'expression de Vx, je cherche une expression qui, une fois dérivée, va donner AX. Donc en fait, je cherche la primitive de AX. Primitive de 0, c'est une constante. La valeur de la constante, comme par définition, elle doit être vraie tout au long de l'étude. Donc notamment, entre autres, elle doit être vraie à l'instant t égale 0. Or, à t égale 0, on a déjà déterminé que valait la vitesse selon l'axe des x. C'est v0 cosinus θ. Donc la constante, c'est 1, elle est forcément égale à v0 cosinus θ. Maintenant, vy. Vy, quand je dérive, ça doit donner ay. Donc ça doit donner petit e fois grand E sur m. Tout ça, c'est une constante. Donc la primitive d'une constante, ça va être cette constante-là fois t. La variable est t, je rappelle. Et puis, comme pour toute primitive, il y a plus constante. La constante, c'est la valeur de la coordonnée qu'on est en train de chercher, prise à la date t égale 0. Donc c'est la valeur de vy à t égale 0. Je vous avais demandé de répertorier les valeurs à t égale 0 pour les avoir sous les yeux. C'est moins v0 sinus θ ici. Donc C2, je le remplace par moins v0 sinus θ. Vz maintenant, c'est la primitive de 0, c'est-à-dire c'est une constante. La valeur, c'est la valeur de Vz pour t égale 0, que j'avais répertorié ici, donc ça fait 0. Alors, on remarque que Vz égale 0 à chaque instant, ce qui veut dire que si l'électron au départ avait une vitesse dans le plan OXY, eh bien il va y rester pendant tout son mouvement. Le mouvement est plan. Les dernières étapes, les coordonnées du vecteur position, donc c'est ce que l'on appelle les équations horaires. Pour les déterminer, on va utiliser la relation qu'on connaît, vecteur vitesse et dérivée du vecteur position par rapport au temps. Relation qui se décline au niveau des coordonnées. Vx, c'est la dérivée de x. Donc quand je dérive l'expression que je cherche pour x, je dois trouver Vx. Autrement dit, je cherche la primitive de Vx ici. Alors pour avoir comme dérivée V0 cosinus θ, c'est une multiplication de deux choses, mais ça reste quelque chose qui est constant, V0 cosinus θ au cours du temps. La primitive d'une constante, c'est cette constante fois t, et plus constante encore à chaque fois. La valeur de la constante, c'est la valeur de la coordonnée que j'étudie, x, à t égale 0. Je l'avais répertorié ici, c'est 0. Pour y, je cherche une expression qui, une fois dérivée, donne tout ceci. Alors quand il y a plusieurs choses additionnées ou soustraites, il faut faire un par un. Pour obtenir e fois grand E sur m fois t, eh bien tout ça c'est une constante, e fois grand E sur m, et pour obtenir t une fois dérivée, il faut avoir t carré, donc e fois grand E sur m fois t carré sur 2. Ensuite, moins v0 sinus θ, c'est une constante. Pour l'obtenir après avoir dérivé, il faut prendre cette valeur de constante fois t, donc moins v0 sinus θ fois t, et on termine à chaque fois plus constante. La valeur de la constante, c'est la valeur de y à t égale 0. On y avait réfléchi au début, c'était 0. Donc c'est 5, c'est 0. Pour z, je cherche l'expression qui, une fois dérivée, donne 0. Donc c'est une constante. Sa valeur, c'est celle de z à t égale 0. Autrement dit, d'après le travail qu'on avait fait initialement, c'est 0. Voilà, donc avec ces équations horaires, je suis capable d'indiquer où se trouve l'électron à chaque instant. Quelle est sa coordonnée x, y et z à chaque instant. Alors voyons maintenant comment établir l'équation de sa trajectoire. La trajectoire, c'est la courbe que forment les positions successives de l'électron au cours de son mouvement. Ça va donner quelque chose qui aura cette allure-là. Donc en fait, l'équation d'une trajectoire, c'est une équation qui donne y en fonction de x. Non pas y en fonction de t, mais quand on regarde l'électron bouger dans l'espace, les axes que l'on a devant les yeux, c'est y et x. Donc on cherche l'expression de y en fonction de x. Alors on va utiliser les équations horaires. Et on en a une expression de y ici, sauf que la variable n'est pas x mais t. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la première expression pour isoler t et l'exprimer en fonction de x. Cette expression, on va ensuite l'injecter dans celle-ci, on va remplacer tous les t par x sur v0 cosinus θ. Ce qui va donner cette expression-là. Vous voyez, ce t là qui était au carré, je l'ai remplacé par x sur v0 cosinus θ, de même pour celui-ci. On peut simplifier un petit peu, distribuer le carré, V0 ici se simplifie, sinus sur cosinus, ça fait tangente. Donc on obtient une équation avec une constante, composée de pas mal de choses, mais fois x carré, plus une autre constante fois x. Ça, c'est l'équation d'une parabole.
Donc l'équation de la trajectoire d'une particule dans un champ électrique, c'est l'équation d'une parabole. Alors, à retenir de cette capsule, la méthode pourra aboutir aux équations horaires et aux équations de la trajectoire. On part des coordonnées du vecteur somme des forces. Avec la deuxième loi Newton, on trouve les coordonnées du vecteur accélération. AX, c'est sigma fx sur m. Ensuite, on trouve les coordonnées du vecteur vitesse. On sait que Vx, quand je le dérive, ça donne Ax. Donc Vx, c'est la primitive de Ax. On aura toujours, quand on trouve une primitive, plus constante à la fin. Pour déterminer ces constantes, eh bien, on prend les valeurs at égale 0 de la coordonnée qui nous intéresse. La constante qui intervient pour Vx, ce sera la vitesse initiale selon x. Idem selon les autres axes. Ensuite, pour déterminer les coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire les équations horaires du mouvement, eh bien, j'utilise le fait que la dérivée du vecteur position, c'est le vecteur vitesse. Donc la dérivée de l'expression de x, c'est Vx. Autrement dit, x est la primitive de Vx. Je vais avoir plus constante à chaque fois que je vais déterminer en prenant les valeurs des coordonnées qui m'intéressent à t égale 0. La constante qui interviendra pour x en fonction du temps, ce sera x initial, idem pour les autres axes. Ensuite, pour établir l'équation de la trajectoire, on a vu que ça correspondait à l'expression de y non plus en fonction du temps, comme dans l'équation horaire, mais en fonction de x. Donc la méthode, c'est d'exprimer t en fonction de x, de l'isoler, et de remplacer tous les t par l'expression en fonction de x, ici, dans y de t. On obtient ainsi une expression de x, non plus en fonction de t, mais en fonction de x. Voilà, cette capsule se termine, je vous dis à bientôt.